Bienvenue sur ordimer.com. Nous passons tous de plus en plus de temps sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, bref sur nos écrans. Tout cela, ça a un impact écologique, mais lequel exactement? Et comment faire justement pour être plus sobre, pour moins consommer? C'est ce que nous allons voir. Un clic de souris pour envoyer un email, un autre pour lancer une recherche sur Google. Ces gestes simples nous sont familiers et le monde numérique nous semble totalement dématérialisé. En réalité, par ces gestes, nous mettons en service beaucoup d'équipements électroniques. Je vous invite à regarder les 3 exemples qui vont suivre pour découvrir cette réalité. La messagerie fait partie des services Internet qui est très utilisé. Dans cette animation, on retrouve notre ami Ulysse qui prépare un email pour sa petite amie Pénélope. Dès qu'Ulysse fait envoyer, l'email est transporté de son ordinateur à un premier serveur, celui de son fournisseur d'accès à Internet. Ce dernier le transmet à un autre serveur, celui du fournisseur d'accès à Internet de Pénélope, et le mail pour l'instant reste là. Pénélope allume son ordinateur et consulte ses emails. Son ordinateur se connecte au serveur de messagerie et le mail d'Ulysse est rapatrié sur son ordinateur. Comme on vient de le voir dans cette animation, quand on envoie un email, des serveurs informatiques sont sollicités. Ils fonctionnent en permanence et ils chauffent. Par conséquent, ils consomment beaucoup d'électricité. Le nombre d'emails est très important. Par exemple, pendant cette animation, c'est plus de 200 millions d'envois qui ont été échangés. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir les moteurs de recherche. Internet contient plus de 1 milliard de sites Internet qu'il faut référencer. Ce référencement, c'est le travail du moteur de recherche. Mais un moteur de recherche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un puissant ordinateur capable de stocker énormément d'informations et pour cela, il utilise des logiciels très sophistiqués. Ces logiciels ont 3 fonctions principales. Le premier, l'inspecteur, est chargé de trouver les nouveaux sites Internet. Le deuxième, le trieur, range et classe les informations trouvées. Le troisième, l'informateur, renseigne les requêtes des internautes. Nous allons regarder dans le détail comment cela se passe. L'inspecteur scanne le web en permanence pour dénicher les pages et les sites. Par exemple, il trouve des informations contenues dans la page comme ici, le site Ordimer, et il les stocke sur son serveur. S'il trouve un lien, comme on le voit ici, il suit ce lien pour enrichir sa recherche et ainsi, il empile les données sur son serveur. Le travail du trigger, c'est de décortiquer les données sélectionnées par l'inspecteur. Par exemple, dans cette page Internet, il va extraire l'adresse URL, le titre, un sous-titre, un extrait de texte. Les informations ainsi recueillies vont être classées dans une fiche et cette fiche va être envoyée avec des milliers d'autres dans ce qui va constituer la base de données du moteur de recherche. Le travail de l'informateur, c'est de répondre aux requêtes des internautes. Par exemple, notre ami Ulysse, ici, se connecte sur le moteur de recherche. Le moteur de recherche apparaît sur son écran, comme on le voit ici, et il tape sa requête. Il cherche le club informatique Ordimer. En quelques fractions de secondes, l'informateur va chercher dans la base de données du moteur de recherche
et il extrait toutes les fiches correspondant à la requête d'Ulysse. Il les transmet, on le voit ici. Ulysse voit apparaître sur son écran les propositions de l'informateur. On retrouve le titre du site, l'extrait de texte et l'adresse URL. Ulysse n'a plus qu'à cliquer sur cette adresse URL, il se connecte au site Ordimer qui apparaît sur son écran comme on le voit. Quand on fait une recherche sur Internet, on n'imagine pas toutes les actions que cela enclenche. Et la masse des données que cela génère nécessite des data centers de plus en plus puissants et de plus en plus nombreux. Un data center, c'est avant tout une place forte, un genre de coffre-fort qui doit garantir la sécurité des données qu'il héberge. Serge Abitboul, de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, nous propose la visite du plus grand data center européen, situé dans le nord de la France. Dans ces allées, sont traitées et stockées une partie des milliards de données informatiques qui transitent à chaque seconde sur le web. Ça, c'est une baie. Il y en a des centaines autour de nous. Ça consiste en des ordinateurs, des disques. Donc ça, c'est le cloud. Toutes les mémoires d'entreprise, les mémoires des individus, vos photos, vos courriels, ça se trouve dans des baies comme ça, quelque part sur la planète, dans des data centers. Notre mémoire numérique devient migrante. Son volume ne cesse d'augmenter et les data centers de se multiplier. Essayons de définir ce qu'est ce monde numérique. C'est des services Internet que nous utilisons tous et c'est également des équipements que nous possédons presque tous. Ils ont une caractéristique en commun, c'est leur croissance extraordinaire. Nous allons voir dans le détail la plupart de ces services et de ces équipements. Que ce soit avec Google, Bing, Qwant ou Lilo, les moteurs de recherche sont parmi les services les plus utilisés. L'autre service que nous utilisons couramment, c'est la messagerie électronique. Ensuite, il y a les sites Internet que nous visitons souvent et le stockage en ligne. Enfin, il y a les réseaux sociaux et puis les SMS et MMS qui sont largement aussi utilisés que la messagerie électronique. Ces services que nous venons de découvrir, ils ne sont pas immatériels. Il faut des équipements pour les faire fonctionner, équipements que nous allons découvrir. Bien sûr, il y a nos smartphones et iPhones. Le développement des objets connectés explose depuis quelques années. Ça va depuis le plus courant comme le robot dans l'industrie ou une montre connectée, jusqu'au plus inutile comme le papier toilette. Et bien sûr, il y a les appareils courants comme les tablettes, les ordinateurs et les boîtiers d'accès à Internet. Et enfin, au centre de tout cela, il y a les data centers. À l'issue de cette première partie, j'espère que vous avez une meilleure connaissance du monde numérique qui nous entoure. Je vous invite à regarder la deuxième partie où je vais vous présenter les 3 étapes de la vie du numérique. La première étape, c'est la fabrication. L'empreinte environnementale du numérique est répartie à peu près en parts équivalentes entre les différentes étapes de vie. Il y a d'abord la production évidemment,
Dans nos smartphones, il y a tout un tas de métaux, indium, germanium, qu'on nomme les métaux rares. L'extraction et la transformation de ces métaux est très énergivore et très polluante pour les endroits d'où ils sont extraits, principalement en Chine. La production explique 45% de l'empreinte carbone du numérique, c'est-à-dire près de la moitié des 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales du numérique. Tout commence avec l'ordinateur. Pour le fabriquer, il faut 240 kg de combustible fossile, comme le charbon ou le pétrole. Il faut 22 kg de produits chimiques et puis 1,5 tonnes d'eau pour extraire les matières premières. Les 3/4 de l'impact écologique d'un smartphone viennent de sa fabrication, c'est-à-dire de l'extraction des minerais jusqu'à l'assemblage final du smartphone. En effet, la fabrication des composants électroniques d'un smartphone, comme le microprocesseur, les capteurs, la caméra, l'écran tactile, la batterie, sont très gourmands en métaux rares comme le cobalt, tungstène, iridium, mais aussi en terres rares comme le néodyme, praséodyme et diprosium. Le terme rare veut en fait dire qu'ils sont très difficiles à détecter et à exploiter. La transformation de ces terres et métaux rares provoque la pollution des eaux, des sols et de l'air, donc globalement de l'écosystème, près des sites d'extraction et de raffinage. Et surtout, il y a un grand risque d'épuisement des réserves de ces ressources rares, qui sont pour une grande partie non renouvelables. La deuxième étape, c'est l'utilisation. L'usage quotidien de vos outils numériques représente aujourd'hui 55% de la pollution. En effet, plus de la moitié de la population sur Terre utilise Internet. Difficile aujourd'hui de se passer d'Internet, tant son usage s'est répandu dans tous les pans de notre vie quotidienne. Email, réseaux sociaux, recherche d'informations, achats dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le cloud, jeux vidéo et musique en ligne. De big, le data est devenu géant. La preuve par ces chiffres vertigineux. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le monde, en une heure, 8 à 10 milliards d'emails sont échangés et 180 millions de recherches sont effectuées sur Google. Pour accéder à ce monde immatériel, les consommateurs multiplient des équipements gourmands en énergie et en matières premières. D'une durée de vie limitée, ces ordinateurs, smartphones et tablettes numériques finissent dans des poubelles déjà surchargées. Une seconde. Le temps de dire ça, 50 smartphones ont été vendus dans le monde. On est super équipés et pourtant les fabricants en vendent encore et encore. 1,5 milliard chaque année. Bah ouais, ils ont tout intérêt à nous faire croire que la nouvelle version est vraiment meilleure que l'ancienne. Résultat, on jette 700 millions de smartphones par an. 700 millions! Hop! Poubelle! Et le pire, c'est que la plupart fonctionnent encore parfaitement. On ne voit pas la pollution provoquée par le numérique. Elle est invisible pour l'utilisateur, pourtant elle est bien réelle. Les données de la vidéo que vous êtes en train de regarder là sont stockées dans des centres de données qui consomment beaucoup d'électricité et qui émettent beaucoup de chaleur. Il faut donc les refroidir et ça consomme de l'énergie. Et pour que ces données vous arrivent directement à l'écran, le globe est quadrillé de câbles sous-marins et souterrains. C'est ce qu'on nomme le réseau. En France, le numérique, c'est 10% de la facture électrique. Enfin, la troisième étape, c'est la fin de nos appareils. En gros, les appareils numériques, ils sont comme nous. Ils naissent, ils font leur vie, et ils meurent. Et quand nos appareils meurent, l'Afrique, la Chine, mais aussi l'Amérique latine, sont les lieux les plus touchés par une autre pollution, celle de nos vieux ordis ou smartphones. Car niveau recyclage, on n'est pas au top. En France, 50% des appareils numériques sont recyclés. Dans le monde, ce chiffre tombe à 15%. Tout le reste finit dans des décharges sauvages. C'est des décharges sauvages qui vont également servir, je dirais, d'usines au grand air, où les populations locales donc, vont désosser les équipements, éventuellement les brûler à l'air libre en s'exposant à des vapeurs toxiques. Maintenant, on connaît un peu mieux le monde numérique. Alors c'est quoi son empreinte carbone? Quand on envoie un mail, quand on consulte Facebook ou Instagram, quand on regarde une vidéo YouTube ou Netflix, pour que tout s'affiche rapidement à l'écran, il faut bien que les données viennent jusqu'à nous.
Ces données sont stockées dans des centres de données qui sont possiblement situés à plusieurs milliers de kilomètres de nous. Tout ça consomme de l'énergie et pas qu'un peu. Le numérique dépend donc du mix électrique mondial. Ce mix fonctionne encore largement aux énergies fossiles. Plus de 50% de la production d'électricité vient des centrales à gaz ou à charbon. Si je mets bout à bout tout ce qu'il faut faire pour qu'on ait un réseau numérique sur Terre, eh bien, les émissions de fabrication et de fonctionnement de ce réseau, c'est 4% des émissions annuelles aujourd'hui sur Terre. Et ces émissions du digital, c'est 2 fois les émissions du transport aérien. Selon certaines estimations, le numérique pourrait représenter jusqu'à 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2025, c'est-à-dire dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on connaît les problèmes posés par le développement fou du monde numérique? Si on s'y met tous, avec à l'esprit 2 principes, longévité et sobriété, quelques mesures concrètes pourraient nous aider à réduire l'empreinte carbone du numérique. Voici quelques-unes de ces mesures. Un autre Internet est possible. Un data center écologique a par exemple été implanté en Norvège. Ces salles de serveurs informatiques sont refroidies, non plus à partir d'énergies polluantes comme le gaz et le charbon, mais via l'énergie hydraulique et à la température polaire. On peut aussi limiter les rejets de CO2 dans l'air en recyclant la chaleur produite par les data centers pour chauffer des immeubles ou des piscines publiques par exemple. Déjà, on peut essayer vraiment de choyer son matériel. Parce que si votre ordi rame, il n'est pas forcément en fin de vie pour autant. Bref, nos ordis, on en prend soin, et nos smartphones, on les change pas à la première occasion. Il faut savoir qu'en France, la fréquence de renouvellement moyenne d'un smartphone, c'est de 18 mois. À chaque fois qu'on choisit d'en acheter un nouveau, eh bien en fait, on acquiert à ce moment-là plus de 90% de l'empreinte carbone du terminal. Si je suis geek et qu'au bout de 2 ans, je veux changer mon smartphone, je fais en sorte qu'il ait une seconde vie et donc je favorise son réemploi. Si je souhaite conserver mon smartphone plus longtemps, je vais faire ce qu'il faut, par exemple le faire réparer si nécessaire. Les faire réparer même si le délai de garantie est passé d'ailleurs. Et quand il faut en acheter, on n'achète pas n'importe quoi. Si vous voulez être éco-responsable, mieux vaut acheter de la seconde main, du reconditionné ou du neuf labellisé. Et oui, il y a plein de labels écolos qui peuvent vous guider. Autre point de vigilance, l'utilisation faite de nos équipements numériques. Il faudrait pour commencer limiter la consommation d'énergie importante qu'ils entraînent. Ne laissez pas vos équipements allumés en permanence. Éteignez-les et débranchez-les. Pour une absence moins longue, mettez-les en veille. Fermez le plus souvent possible l'interrupteur d'alimentation de votre télé ou de votre box. Le redémarrage ne prendra que quelques secondes. Désactivez le Wi-Fi de votre box dès que vous n'en avez pas l'utilité. Branchez vos équipements, ordinateur, imprimante, box, sur une multiprise à interrupteur et éteignez-la. Sinon, même éteint, vos équipements continuent à consommer. Préférez le stockage sur votre ordinateur plutôt que dans le nuage numérique, le fameux cloud. La conservation de vos photos, de vos musiques dans le cloud est polluante car vos données sont stockées sur des serveurs qui ne sont pas toujours alimentés par des sources d'énergie propres. Vous pouvez également privilégier les disques durs externes pour vos sauvegardes, mais par mesure de sécurité, conservez un disque dur ailleurs qu'à votre domicile. Sur les messageries aussi, il y a des éco-gestes. Installer un anti-spam par exemple, purger les pièces jointes inutiles ou encore tout simplement envoyer moins de mails. C'est tout bête, mais c'est vraiment... On est sans arrêt en train d'envoyer des tas de trucs qui servent parfois à rien. Donc envoyer moins de mails, c'est le nerf de la guerre. La messagerie, vraisemblablement, ça ne va pas être quelque chose d'aussi impactant que le reste, forcément. Ce qui ne veut pas dire pour autant de ne pas le faire, de ne pas faire d'efforts là-dessus. Maîtriser l'envoi et le stockage des données. L'impact environnemental de l'envoi d'un mail dépend du nombre de destinataires, du poids des pièces jointes et de son temps de stockage sur les serveurs. Multiplié par 10 le nombre de destinataires va multiplier par 4 son impact environnemental. Parce qu'à notre niveau, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour lutter contre la pollution numérique, à commencer par savoir mieux naviguer sur Internet. Ce qui est important, c'est surtout de mieux naviguer. Il faut user et abuser des favoris, des marque-pages. D'accord, parce que tu le fais fais jamais. Ça, c'est vraiment une des meilleures pratiques qu'il faut. Et ensuite, parce que ça ne va pas solliciter ton moteur de recherche. Plus tu sollicites le moteur de recherche, plus ça va travailler. Tu vas agiter tous les trucs pour aller trouver quelque chose.
Donc si je suis allée dans le site Intel il y a 2 jours, pourquoi j'irai ressolliciter le même moteur de recherche alors que je l'ai fait il y a 2 jours? Plus tu seras rapide, moins tu seras impactante. Par exemple, taper directement l'adresse d'un site dans la barre de recherche plutôt que de faire une recherche dans Google divise par 4 vos émissions de GES. Avec plus de 6 milliards de vues, c'est la vidéo la plus vue au monde. C'est chouette pour eux, un peu moins pour la planète. Un peu idiot de se dire tiens, finalement je voulais écouter de la musique, mais je stream en fait comme une malade alors que c'est que la musique que je veux. Et le streaming, c'est l'une des principales causes de pollution numérique, surtout sous certaines conditions. Donc streamer de la vidéo, avec quoi et avec quel type de connexion? Donc avec quoi? Le pire? Oui. Avec de la 4G? Très bien. Absolument. Sur le streaming, ils sont tous d'accord, nos experts. Ces vidéos aujourd'hui représentent 80% du trafic existant sur Internet. Il faut savoir que 90% de ces vidéos sont, je dirais, des vidéos de loisirs, dont un exemple célèbre est la vidéo de Petit Chat sur YouTube. Smartphone, smartwatch, smart home, smart TV. Beaucoup de choses sont smart maintenant. Mais être smart, c'est aussi penser à les désactiver quand on ne s'en sert pas. Et être vraiment smart, c'est se demander si on a vraiment besoin que tout soit connecté. Jusqu'au distributeur de papier toilette. Et pour tous les objets connectés que vous n'utilisez pas, mais alors pas du tout. Oui, comme le collier connecté du chien que vous lui avez mis 2 fois. Vous pouvez le revendre ou le donner. Le numérique a un impact sur l'environnement.